Ça y est. Ah, c'est bon, ouais, on y est. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur For Food Channel. Donc, bienvenue pour le premier apéro For Food, apéro conférence, donc avec Clément. On va vous parler, donc surtout Clément, on va vous parler des intrinsèques du pied, l'action des intrinsèques. On aura un petit invité en guest star juste après. Et on va parler aussi des phénomènes de compression que ça peut entraîner. Tout ça de manière très scientifique avec notre expert Clément. Yes. Bon, on peut dévoiler maintenant notre invité. Allez, notre invité. Donc, on présente Clément quand même. C'est le cofondateur avec Eduardo Agudo et Clément et donc Gauthier Crescent et moi-même. Donc, on est 4 fondateurs de Forfoot et donc tous les deux on est là. Et on invite donc Fabienne, qui est la femme de Clément. Ils sont tous les deux confinés en quarantaine, donc c'est facile pour faire une intervention. Ah, et puis bon, comme elle, là, en tant que membre du pôle recherche de Pot d'Oxygène, elle va sortir avec Nicolas Dumais une infographie mardi qui parle du sujet de ce soir. On s'est dit, bon, allez, on est sympa, on va l'inviter, comme ça, elle va pouvoir nous éclairer un petit peu aussi sur le sujet. C'est parti, donc on a essayé de vous faire un truc à peu près sympa, enfin surtout quand tu fais un truc avec Clément et Fabienne, tout de suite c'est super cadré, millimétré aux petits oignons. Moi j'ai juste la bière. Tout le monde a sa bière? D'ailleurs, Moi, j'ai un verre d'eau. Hein. je vais parler après, il faut que je prenne un peu de force. Donc pas de souci. Donc l'avantage c'est que personne ne reprend la voiture après, théoriquement. Et puis surtout, c'est quand même. Et oui, on voulait vous dire aussi, on a un jet lag à peu près de 30 secondes entre ce que nous on dit et ce que vous voyez. Donc s'il y a des questions qu'on a un peu à la détente, on essaiera de. hein, on va checker. Donc c'est des questions, mais on a à peu près 30 secondes de retard pour information. Donc s'il y a des questions. Du coup, on va faire ça pour commencer. Voilà. Bon, des fois, je le mettrai en plus gros là pour qu'on arrive à lire un petit peu le texte. Donc, les intrinsèques dont on va parler, c'est ces muscles qui s'insèrent et qui se terminent sur le pied. Donc, on voit ici, donc il y en a 20. Voilà, on a l'abducteur du 1, l'abducteur du 5. Clément, sur le live, ça ne voit pas trop ce qu'on voit là. On n'a pas le PowerPoint en gros. Ah, ça y est, oui, ça arrive. Donc on a le retard, j'ai mis les détails. Donc on a là le court-fléchisseur, on va avoir le court-fléchisseur de la luxe aussi, l'adducteur du 1 avec ses deux chefs, les interosseux, dorsaux, plantaires, les lombricaux, l'opposant du 5. Bon, bref, il y en a pas mal. Il y en a plus que les extrinsèques d'ailleurs, qui sont 11, qui eux s'insèrent sur la jambe et se terminent sur le pied. Donc, un de leurs rôles, c'est de maintenir la voûte plantaire longitudinale, qui est une caractéristique unique de l'être humain. C'est quelque chose de différenciant parce qu'on ne retrouve pas ça chez les autres primates. Ça permet d'absorber les chocs, cette voûte, et du coup de s'adapter au terrain. Alors là, Fabienne, tu peux peut-être nous rajouter un petit mot, parce que Kelly avait pas mal étudié ça. Oui, bonsoir. Merci les gars d'avoir pensé à moi, c'est sympa. Alors, Kelly et Faris, eux, ils ont eu l'idée d'aller travailler dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle masse-ressort. C'est un modèle qui met en lumière en fait la capacité de déformation de l'arche plantaire. En fait, il faut visualiser un ressort qu'on aurait sous le pied, qui se déforme en fait, qui s'étend pendant la phase plantigrade. Donc, ça équivaut en fait à un stockage d'énergie. Et cette énergie, elle va être relarguée pendant la phase de propulsion. Voilà, ce ressort, il a la principale qualité de, comme tu le disais Clem, de permettre une adaptation face aux différents types de terrain. Et concrètement, on a tous vécu des situations type on marche sur le sable, on marche sur du bitume, bah, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Ok, bon, donc de toute façon, tout ça sera détaillé dans l'infographie de mardi, là, qui résumera un peu les travaux de Luc Kelly et son équipe. Ce qui est bien, c'est comme ça, maintenant tout le monde attend cette info de mardi.
chez Podox. Là, on tease. On ne gêne pas. Et donc, ça permet aussi de rigidifier l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied, le fait d'avoir cette arche. Et cette rigidification, ça fait qu'en phase de propulsion, on a un point fixe qui est solide pour que le mollet puisse faire une propulsion efficace. Et donc, le rôle, c'est de maintenir cette arche qui va avoir en statique un demi-poids de corps sur chaque pied, ce qui est logique. Mais à la marche, ça va être environ 1,5 fois. À la course, ça va être à peu près 3 fois le poids du corps sur chaque pied. Et puis, si on fait du 100 hauteur, je ne sais pas combien, mais beaucoup. Donc, il faut qu'il résiste à tout ça. Je crois qu'au basket, on arrive à peu près à 6 fois, même sans hauteur, c'était peut-être 8 fois le poids du corps sur le pied, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Ouais, parce que j'avais vu pour du saut, il mettait 4, mais je pense que c'est du saut gentil, quoi. Enfin, Basket, réception d'un panier, je crois que c'est plus de 6 fois, et on aura des experts qui vont donner les réponses, j'imagine, dans le chat. Mais ouais, sur un triple saut, on doit être à 8-9 mois, 8-9 fois. Donc en gros, ils sont petits mais costauds. Les impacts qu'ils ont sur la posture, là, on est content parce qu'on avait un précurseur qui est un podologue français, Jean-Claude Gaillet, qui avait été dans les premiers à montrer l'importance de ces muscles-là, pour la posture en tout cas. Donc c'est déjà une étude qui est de 2004, donc ça fait un moment qu'il avait fait ça. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'est que en stimulant avec de l'électrothérapie l'abducteur de l'hallux sur une seule séance, alors déjà instantanément, ça permettait de modifier le centre de pression. Donc en fait, on avait un déplacement homolatéral du centre de pression avec une antériorisation aussi des pressions de ce côté-là. Voilà, en gros. Et donc ça facilitait l'inversion du pied finalement. Et puis, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'avec cette seule séance-là, 2 mois après, ils avaient encore des résultats qui persistaient. Donc voilà, on modifie avec la baropodométrie. On a du coup des études plus récentes là avec Zhang qui ont montré aussi que c'était associé aux oscillations posturales. Donc en gros, un plus gros muscle abducteur, ça réduisait les oscillations posturales. Et dans la même étude, elle avait montré aussi qu'un plus gros long fibulaire, à l'inverse, c'était plutôt associé à des oscillations posturales augmentées. C'est aussi des muscles qui pourraient être très importants d'un point de vue proprioceptif, parce que dans cette dernière étude là, de 2019, ils avaient montré qu'en décharge, il n'y a pas d'activité de leur fuseau neuromusculaire, pas très peu en tout cas, et ça s'active surtout dès qu'ils se mettent en charge. Et donc, ils pourraient être responsables d'informer au niveau proprio de toutes les déformations du pied ou les efforts qui s'appliquent sur le pied pour qu'on puisse avoir des infos sur la position dans l'espace. Je coupe vite fait, là, tu peux revenir sur intrinsèque et posture. Je viens de m'en rappeler, on a 2 potes qui ont fait une étude, je sais pas si tu te rappelles Clément et Fabienne, si vous vous rappelez, qui sont Stéphane et Francky, sur la stimulation de l'abducteur du 1 et des résultats donnés. Donc, j'ai plus trop les résultats en tête, mais à chaque fois qu'ils stimulaient l'abducteur du 1 avec un complexe, ça donnait donc une réponse au niveau postural aussi. Ouais, il faudrait leur redemander les résultats. Donc, Franck Jordan Ferrari et Stéphane Vermand, qui est docteur Stéphane Vermand maintenant d'ailleurs. S'il vous plaît. Et qui, en fait, ils voulaient finalement reproduire l'étude de Gaillet, mais avec de la stabilométrie, parce que donc, Jean-Claude Gaillet avait fait ça en baropodométrie. Donc, c'était l'idée de prolonger un peu ce travail. Ensuite, alors là, on a un concept qui vient de Kevin Kirby, un podo américain, sur la façon dont ça fonctionne en fait pour le maintien de cette voûte plantaire, et il appelle ça le longitudinal arch load sharing system. Donc c'est un système de partage des efforts entre différentes couches qui permettent le maintien de la voûte. Donc on a 2 couches qui vont être actives avec les intrinsèques et les extrinsèques et qui vont donc être régulées par le système nerveux central, et 2 couches qui vont être passives avec la plus superficielle qui est l'aponévrose, la plus grosse aussi, et une couche plus profonde qui va être constituée des ligaments plantaires, donc le ligament plantaire long ou le spring ligament, entre autres. Voilà.
Alors, l'intérêt de ça, c'est que c'est redondant. Finalement, ils ont tous ce même travail qui est de soutenir la voûte. Le fait d'être 4, eh ben, ça répartit les contraintes, déjà. Ça veut dire que s'il y en a un qui lâche, eh ben, il y a les autres qui sont toujours là pour que le pied continue de fonctionner. Alors l'inconvénient, c'est derrière que s'il y en a un qui lâche, eh ben, les 3 autres ont plus de boulot que s'ils étaient 4. Voilà. Et s'ils bossent plus, est-ce que du coup, Ah, justement, ouais, on va en parler juste après. Et puis l'avantage d'avoir 2 actifs et 2 passifs, c'est que finalement, il appelle ça un auto-stiffening mechanism, donc un mécanisme automatique. Avec les couches passives, cette voûte, elle est maintenue sans effort. Et ça permet aussi d'avoir une économie d'énergie lors de la marche, de la course ou autre. Et les muscles, comme eux, ils sont régulés par le système nerveux central, et ben, ça permet d'ajuster la rigidité du côté médial par rapport au côté latéral, par exemple, ou d'ajuster le degré de rigidité tout court en fonction des besoins et du terrain. Donc ça, c'est aussi l'intérêt d'avoir de l'actif et du passif. Et donc là, ce que disait Olivier, c'est que s'il y a une couche qui lâche, on peut envisager des implications en termes de plateau, à savoir qu'il y a un couplage direct entre le tendon d'Achille ici, donc c'est toujours Kevin Kirby, hein, et puis toutes ces couches qui vont être dessous, donc la ponévrose, les ligaments, les intrinsèques et extrinsèques, parce que si on a un tendon d'Achille qui vient tirer ici, ça va mettre en tension tout ce qui est dessous, et puis si on a un appui sur l'avant-pied, par exemple qu'on est en phase de propulsion, et c'est la même chose, ça vient étirer et mettre en tension tout ce qui est dessous. Par la même occasion, ça fait une dorsiflexion de cheville, et donc dorsiflexion de cheville, mais aussi en tension le tendon d'Achille. Donc on a vraiment un lien entre les deux. Et sur le principe de ce qu'on disait, si on a une couche qui est déficiente et qu'on reporte le travail sur les autres, on peut envisager une surcharge de ces tissus-là. Donc une aponévropathie, pourquoi pas, parce que les intrinsèques ne font pas assez leur boulot. Ou une tendinopathie d'Achille, parce que les intrinsèques ou extrinsèques ne font pas assez leur boulot, et du coup ça se reporte sur ces tissus-là, par exemple. soit parce qu'ils sont faibles ou sous-activés, etc. Voilà, donc ils n'ont pas les moyens de fonctionner, on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour ce qui est des les ligaments, c'est pas facile de faire quelque chose dessus, à part du soutien passif. Par contre, les muscles, il y a des façons de les bosser, notamment par les exercices. Donc là, c'est tiré d'une publi. Ils ont testé 3 des exercices les plus connus pour ça. Donc, on a le short foot ici, donc qui consiste à tirer on va dire, l'hallux vers l'arrière, de manière à creuser le pied ici et à faire bosser principalement l'abducteur du 1. Donc on ne cherche pas à griffer, parce que quand on griffe, en général, on va mettre en action les longs fléchisseurs et des orteils ou de l'hallux qui sont, eux, extrinsèques. Alors c'est bien de les travailler aussi, mais là, on parle des intrinsèques. Après, on a le toe spread out. Donc là, on cherche à écarter ces orteils le plus possible. Donc c'est encore une autre façon de bosser. Là, on en a un qui vise à faire une extension de l'hallux tout en maintenant les autres bien plaqués au sol. Et à côté, l'inverse, les autres qui se lèvent et l'hallux qui reste bien plaqué au sol. Donc, c'est des choses toutes bêtes dont on peut se servir en consulte. C'est complètement applicable en cabinet. Hein. Et Oui, tout le monde, c'est assez marrant d'ailleurs de voir comment tout le monde galère à faire ces petits exercices. Exactement. Et on parlera tout à l'heure de comment pouvoir activer conseiller du renfort musculaire avec les semelles. Ouais, carrément. Donc je reviens sur le renfort, enfin sur l'activation de ces muscles. Donc là, c'est dans cette même publi, les auteurs, ce qu'ils voulaient savoir, c'est si dans ces 4 exercices, il y en a un qui marchait mieux que les autres. Donc ils ont regardé comment s'activaient ces muscles-là en fonction de l'exercice. Alors là, c'est quelque chose qui nous parle bien en podo parce que ça se lit comme les plateformes de pression, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand c'est bleu, c'est que ça s'active plus. Voilà. Donc on voit ici selon l'échelle de couleur vert-bleu au niveau de l'abducteur, ça c'est le short foot, ils sont dans le même ordre que tout à l'heure. Donc short foot ici, et sur l'abducteur c'est clairement lui le meilleur. Et par contre les deux autres, quand on regarde les couleurs, on voit que ça s'active nettement moins d'une manière générale, et toe spread out c'est pas mal. Donc ça c'est exactement la même étude, c'est les mêmes résultats, c'est une autre façon de le représenter.
ou peut-être on peut lire les chiffres un peu plus facilement. Donc là, on voit ici short foot, abducteur, et donc il y avait 30%, ça entraînait une augmentation de l'activité de 30% de faire cet exercice. Alors que si on compare le toe spread out, on est ici, voilà, on doit être à 18, quelque chose comme ça. Et si on prend les deux autres, là, on va être à 16, quelque chose comme ça, et l'autre à peu près pareil. Donc, pour faire ouais, vas-y. Non, je voulais juste dire, vas-y, quand tu finis, je te dirai après. Ok. Donc, si on veut bosser l'abducteur, clairement, qui est en plus l'un des plus gros intrinsèques, clairement, le short foot, c'est le meilleur exercice. Mais il y a beaucoup d'autres muscles. Donc là, ici, en deuxième, on va avoir le court fléchisseur des orteils. C'est en anglais, il y a la traduction dessous. Là, on a l'abducteur du 5. Là, on a le carré plantaire. Celui-ci, FDM, c'était le court fléchisseur des orteils. Non, du 5, pardon, le court fléchisseur du 5. Le chef oblique de l'adducteur, le court fléchisseur de l'hallux et les intrinsèques et lombricaux qui ont été recoupés. Et on voit que sur la majorité des autres muscles, finalement, le toe spread out, celui où on cherche à écarter, c'est lui le plus efficace. Donc voilà, pour donner un peu une idée, tous les exercices ne se valent pas. Bon, après, de toute façon, on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas de risque à donner des exos, mais bon, il faut autant utiliser ceux qui fonctionnent. Donc ouais, vas-y, Olive, je te laisse. Il faut savoir que donc bientôt, Gauthier, un des quatre fondateurs de ForFoot, reviendra justement sur tout ce qui est exercice de renforcement musculaire spécifique aux pieds, aux intrins et aux extrinsèques. Donc il fera soit un breakfast conférence ou un apéro conférence du même style. Ouais, Gauthier qui est donc préparateur physique aussi, donc c'est vrai que ce sera sûrement intéressant. Une autre notion de la podologie, on va dire. Autre façon de les renforcer, en dehors des exos, on a dans la continuité des exercices, on a ici à droite l'électrostimulation. Donc ça, c'était développé par François Fourchet notamment, et donc McKeown, Irene Davis. L'idée, c'est de venir stimuler électriquement l'abducteur de l'hallux. Ça permet de faire une contraction involontaire, du coup, puisque c'est électrique, mais ça permet aussi de recruter plus que la contraction volontaire. Et donc, le fait de coupler les deux, ça peut être intéressant. Donc, François Fourchet donne aussi des formations là-dessus pour ceux que ça intéresse. Alors pour l'instant, ouais, il donne des formations, mais avec un kiné, ça serait bien justement qu'il donne avec un podo. Donc c'est bien de faire la formation avec un kiné, attention, bien au contraire. Mais ça pourrait être intéressant justement de coupler avec l'avis d'un podo pour qu'il donne des formations à des podos. Mais bon. Ouais. Je reprends cette notion de couplage avec les podos. Je sais pas si tu voulais parler du renfort du corps strengthening, Clément, maintenant. Vas-y, ouais. Ok, donc en fait, la principale idée de ceux qui ont publié pour le foot corps, c'est de se dire que si un patient arrive en cabinet, il a mal aux pieds, on lui fait bosser ses intrinsèques jusqu'à ce que ça aille mieux. Et si ça va pas mieux, à ce moment-là, on lui dit d'aller faire des semelles. Bon, il se trouve que maintenant, on sait que les semelles, pour plusieurs pathologies, ont une efficacité à court terme. Voilà, je vais y arriver. Et que ça permettrait en fait de faciliter l'adhérence du patient au traitement principalement, qui consiste à le faire répéter ces exercices, dans le sens où ça apporte du confort, ça réduit les douleurs et ça permet de lui faire reprendre confiance en lui et en ses capacités. Après, pour revenir à ce que tu disais, voilà, donc et aussi je voulais surtout souligner le fait que, pour les patients pour lesquels c'est possible et on y reviendra tout à l'heure, il se trouve qu'il y a plein de podologues qui essayent de leur faire retirer les semelles quand les douleurs sont passées. Et donc, à court terme, encore une fois, les semelles sont intéressantes. Et à moyen, long terme, effectivement, en cabinet, pour arriver à cet objectif-là, les podologues le font déjà, c'est-à-dire qu'ils se penchent déjà sur le type d'exercice qu'on peut prescrire en cabinet, enfin, du moins conseiller en cabinet. Ouais. Et après, pour revenir à ce que tu disais, Hélène, tu avais parlé effectivement que, en ce qui te concernait, il y avait un des 4 exercices qu'on a vu sur la slide tout à l'heure. Clément parlait de différents types d'exercices là, pour les intrinsèques.
C'est vrai que ça, c'est des exercices qui sont relativement abstraits, qui peuvent paraître abstraits dans la tête des patients. C'est-à-dire qu'écarter les orteils, emmener le gros orteil en haut, en bas ou faire le dôme, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Et que Kelly conseille de faire à titre de comment dire, d'indicateur. C'est-à-dire que quand on commence une suite d'exercices et que, mettons, le dôme, c'est difficile à faire, on peut partir sur d'autres types d'exercices et se garder le dôme comme un indicateur de l'évolution de la capacité du patient et de ses petits muscles de pied à le faire. D'accord, comme un marqueur de progression. Voilà, donc lui, il partirait d'abord sur des exercices qui sont plus fonctionnels pour les intrinsèques de pied, comme la montée sur pointe de pied, toute bête. Si ça fait trop mal, eh ben, on commence sur 2 pieds et quand ça va mieux, on fait sur 1 pied. Ça permet d'engager les intrinsèques dans un mouvement qui leur est propre, qui leur est fonctionnel, donc ça réplique en fait ce qu'ils font à la marche. Et ça permet surtout d'aller charger plus vite et plus fort. Parce que c'est vrai que quand on fait du dôme ou du toe spreading ou des choses comme ça, on charge pas tant que ça. Donc c'est vrai que tout est intéressant et après c'est à nous de s'adapter aux capacités et aux envies du patient et de lui permettre de s'auto-évaluer régulièrement. Voilà. C'est vrai que d'après Kelly, si je dis pas de bêtises, ces petits muscles-là, pour les faire bosser, il faut vraiment charger fort, ouais, pour les engager. Et c'est vrai que ces exercices unipodo seraient peut-être plus intéressants. Et comme, C'est qu'il y a un couplage en fait d'activation entre les muscles du mollet et les muscles du pied. Ok. Donc on a tout intérêt à demander des montées sur pointe de pied. Donc bon, bah là, on a fait un petit tour déjà niveau exercice. ça rend le patient actif dans son traitement déjà. Oui, en C'est plus, des ouais. choses qu'on reproche beaucoup trop au podologue, c'est de faire du traitement passif. Donc là-dessus, on est en plein dans le traitement actif. Ah ouais, complètement, de le rendre un peu autonome aussi. Alors après, la semelle, dans le sens où elle vient en fait moduler l'activation des muscles qui partent du pied et qui remontent dans la jambe, peut être aussi appelée un traitement actif en fait. On n'engage pas une fonte musculaire quand on met des semelles, donc pour moi, ça reste un traitement actif. Alors Ok, ça, c'est on y revient juste après. Je vais finir sur celle-là. De toute façon, on va reparler de la semelle juste après. En plus des exercices pour renforcer, il y avait ça qui était intéressant, le minimalisme. Donc là, c'est l'étude qui est mise juste dessous, là, avec Sarah Ridge, donc qui est tout récent, hein, c'était fin 2019, qui avait montré qu'en 8 semaines, ils avaient un groupe qui faisait rien, un groupe qui marchait en minimaliste et un groupe qui faisait des exercices de pied. Ils en faisaient bien, ils étaient bien chargés en exo de pied. Et les résultats étaient à peu près similaires dans l'augmentation du volume musculaire entre exercice ou marché en minimaliste, sachant que c'était des coureurs, donc c'était des gens qui a priori avaient déjà une certaine musculature du pied. Et donc là, à titre indicatif, ils ont progressé en volume de 11%, ce qui est, c'est pas exactement la force, mais bon, il y a quand même des rapports. Et sur le volume de ces muscles-là, donc le CFH, CFO, abducteur et carré plantaire. Donc, juste clairement. en marchant. Et c'est ça ce que disaient les auteurs, c'est que c'était intéressant parce que des fois, les exercices, c'est chiant à faire, on les fait, on est tous pareils, on n'aime pas faire ces exercices. Et s'il suffit de marcher au quotidien avec ce genre de chaussures, ben, banco. Et clairement, en fait, on marche tout le temps avec des chaussures minimalistes. On prend quasiment toute la population actuelle marche en sneakers et elles sont toutes minimalistes, qu'on passe de la Vans ou de la Stan Smith, etc. C'est pour citer plusieurs noms de chaussures, mais on est tous en plus ou moins minimalistes maintenant. En Sauf stan ou en quand converse. on va faire par Nike. Cannes, Converse, ballerines pour les femmes, l'été, etc., etc., etc. C'est vrai. Donc après, c'est vrai que c'est sûrement aussi dépendant des chaussures qu'on avait à la base. On est d'accord. Et du coup, tiens, tu parlais de tout le monde du renforcement musculaire du pied et des pathologies. Est-ce que du coup, Clément, est-ce que c'est corrélé le renforcement musculaire du pied et les baisses des pathologies et Euh, la réduction des pathologies, on va dire, du membre inférieur? Ouais, bah justement, c'est cette slide-là, on en parle. Donc là, il y a une revue qui a été faite pour le coup en 2017. Alors, de mémoire, ils ont eu 7 articles. Et leur conclusion, c'est qu'ils étaient incapables de dire dans quelle mesure c'était bénéfique pour soit les gens qui souffraient d'aponevrosite plantaire, soit ceux qui étaient à risque d'aponevrosite plantaire, donc en prévention, de faire du renforcement musculaire ou de marcher en minimalisme. Donc, il n'y a pas beaucoup de preuves en fait que c'est efficace. Il y a
eux, ils mettaient que ça pourrait augmenter la musculature, mais il y avait assez peu de preuves. Alors, ceci dit, l'étude dont on vient de parler juste avant, elle est plus récente que cette revue-là, donc vu qu'elle est de 2019, donc elle n'était pas incluse dedans. Donc, on va dire que les preuves ont peut-être un petit peu augmenté. Mais c'est vrai que c'est loin d'être établi que c'est vraiment quelque chose de bénéfique en termes de traitement ou de prévention. Après, ce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, au pire, c'est quelque chose qui fait pas de mal. Mais voilà, c'est pas. Et il mettait qu'il y aurait des indications que ça pourrait aider pour la douleur, mais voilà, sans plus de certitude que ça. Donc c'est pas du tout établi. Et pour le traitement d'autres pathologies, à ma connaissance, il n'y a pas trop. Dans le syndrome fémoro-patellaire, ils ont fait quelque chose où ils avaient comparé des exercices focalisés sur le genou, donc ce qui paraît logique vu qu'ils ont mal au genou, et un groupe qui avait des semelles plus des exercices de pied. Et le groupe qui avait des semelles plus les exercices de pied a eu un meilleur résultat sur ces douleurs par rapport à ceux qui faisaient des exercices de genoux. Maintenant, comme ils n'ont pas séparé exercices de pied et semelles, on ne sait pas trop si c'est la semelle, les exercices ou les deux. Mm. Bah tiens, ça, Olive, je pense que tu voulais dire un mot là-dessus. Dire sur tout ce qui pouvait être pathologie due aux compressions en fait par rapport justement à des faiblesses musculaires ou des muscles. Après Fabienne nous parlera peut-être beaucoup plus justement des muscles, du volume musculaire sur un pied plat. Mais quand on va prendre des muscles, des volumes musculaires trop importants au niveau, donc, au niveau du pied, on va se retrouver face à des phénomènes de compression, ce qu'on appellera plus des syndromes. Donc, on aura les fameux syndromes de Morton qui seront en jeu par justement des mises en tension peut-être trop importantes. Tu parlais de la slide de Kirby là avec les 4 couches. S'il y a une couche qui est peut-être en insuffisance, peut-être que l'autre va être plus travailler et va créer des phénomènes de compression. Donc, on aura plus les phénomènes de syndrome, comme les syndromes de Morton ou les syndromes, les fameux brûlures au niveau de l'avant-pied, des têtes métatarsiennes. Ouais, et c'est vrai que je disais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit en clinique régulièrement et qui n'est pas encore trop reporté dans la littérature pour l'instant, à part pour des cas, ce qu'on a vu, c'est que c'était des cas vraiment graves où il fallait qu'ils sectionnent chirurgicalement un tendon parce que ça faisait une claudication. Mais à part ça, Complètement, on parle de l'artère piégée du coquilleté, mais on ne parle pas des phénomènes de compression du pied. Et tout ce qui est syndrome, je pense, de Morton, alors c'est un avis très perso qui n'engage que moi, mais ce phénomène de syndrome est souvent dû par de la compression. Alors on a vu, il y a beaucoup d'articles dans la littérature sur du lassage, comme quoi si ton lacet est trop serré, c'est pas bon, s'il n'est pas assez serré, c'est pas non plus bon. Donc il faut un lacet qui est optimum par rapport à la personne. Mais en fonction donc et même la semelle, attention, hein, si on fait des mauvaises semelles, des semelles trop épaisses, trop volumineuses, on n'entraînera. On le voit d'ailleurs sur la slide. Tu peux remettre tiens le PowerPoint. Ouais. Tu voulais quelle slide? Non, celle que tu as en présence là. Alors. Là, au niveau vasculaire, hein, sous la voûte, sous le premier rayon, et on regarde du premier cuniforme et du naviculaire, tu as tout un paquet nerveux et vasculaire qui passe. Et si ta semelle est trop épaisse, avec une voûte trop importante, eh ben, tu peux créer et entraîner des phénomènes de compression. Si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Donc, au lieu d'amener un traitement, tu amèneras une pathologie. Et de toute façon, je pense, pour finir, on aura peut-être une explication ou du moins une réflexion par rapport à ça. Et on a même, tu peux revenir, on a même phénomène sur justement aussi au niveau de l'avant-pied avec les ARC qui sont vraiment trop volumineux des fois, donc on se retrouve des ARC. Alors j'ai vu qu'il y a 2-3 cliniques qui nous suivent, c'est un appui rétrocapital qu'on met sous les têtes méta pour soulager les syndromes de Morton. Donc pour venir soulager un syndrome de Morton, donc pas un névrome, un syndrome. Donc en fait, c'est quoi le syndrome? C'est quand c'est pas objectivé, il y a aucun signe clinique à la radio, à l'image. Pas la radio, excuse-moi, l'imagerie. Du coup, on va mettre un ARC, un appui rétrocapital, qui va devenir peut-être trop volumineux et encore provoquer de la compression. Donc, il faudra se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas justement créer des décharges ou traiter manuellement peut-être les interosseux ou faire autre chose? C'est une hypothèse que je lance pour justement soulager ces fameux syndromes. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, on pense souvent à la compression du dessus avec le lassage et pas souvent à la compression du dessous. Et nous, quand on fait une semelle trop épaisse qui prend 3 fois, qui prend beaucoup trop de volume, quand on prend ne serait-ce que dans le running, une semelle de base de running de propreté, c'est normé sur une chaussure standard à 5 mm, 4 mm. Si votre chaussure, elle fait
Si votre semelle, elle fait plus de cette épaisseur-là, clairement, ça va entraîner de la compression. C'est obligatoire. Et c'est pareil pour le biseau, le chanfrein sous la voûte, tout, etc. Donc, si on fait des trucs trop volumineux, ça entraîne des problèmes. Et sur le coup de pied, en fait, on a aussi au niveau de l'artère dorsale, on aura des phénomènes de compression si on lasse pas bien, et ce qu'on appellera les problèmes de technopathie par le volume chaussant. En parlant de chaussures, justement, Ah oui. la chaussure peut effectivement créer des pathologies, donc le lassage notamment, là, comme on vient de dire. Mais est-ce que les chaussures et ou les semelles affaiblissent le pied? Parce que c'est souvent la question qui revient. C'est aussi souvent pour ça qu'on dit bah non, il faut faire des exercices parce qu'il y a un pied faible, ceci, cela, parce qu'il est faible à cause des chaussures, à cause des semelles, voilà, et on préfère le renforcer. Et ben, en ce qui concerne un affaiblissement, il n'y a pas vraiment de preuve en fait. Donc pour les semelles, la dernière étude en date, enfin en tout cas à ma connaissance, c'est celle-ci, Reeves. Donc ils avaient 42 sujets, donc il y avait la moitié qui a porté des semelles préfabriquées, mais ils s'étaient assurés avant qu'elles étaient suffisamment impactantes biomécaniquement pour faire une vraie différence. Et puis l'autre groupe qui n'avait rien, donc c'était pas des sujets qui avaient des pathologies. Et ils les ont revus 3 mois plus tard, ils ont refait de l'échographie, et il n'y avait donc pas du tout de différence en termes de morphologie des intrinsèques, ni en termes de sensibilité cutanée. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que quand on fait de la posturologie, qu'on s'intéresse beaucoup à l'extéroception plantaire, on peut avoir aussi cette idée que les semelles qui soutiennent fort, etc., ou les semelles thermoformées, ça va perturber la sensibilité plantaire. Et ben dans cette étude-là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Donc en ce qui concerne les chaussures, bah là, je vais laisser Fabienne parler parce qu'elle avait fait déjà un petit travail là-dessus. Oui, voilà. Alors en fait, pour ceux qui suivent Peau d'Oxygène et qui veulent plus d'informations, vous allez avoir une infographie qui sort mardi et de vulgarisation donc d'études de Kelly, on l'aime bien, et je vous explique pourquoi. Et ensuite, un petit article qu'on aura rédigé qui explique encore un peu plus en détail vendredi normalement. L'article dont on va parler, il est publié depuis un an ou deux. Donc c'est pas nouveau, mais c'est toujours intéressant. Oui, et puis oui, c'est vrai que j'en avais rédigé un il y a 1 ou 2 ans. Voilà, donc vous avez tout un tas de choses sur le site de Podox. Bref, sinon, donc là, cette année, je bosse avec donc un confrère qui s'appelle Nicolas Dumay, qui s'est beaucoup investi et je le remercie. Nous, on a choisi Kelly parce que il a eu le mérite de faire des manips qui sont assez techniques. C'est-à-dire que classiquement, en fait, quand on étudie les intrinsèques, on le fait par imagerie ou par test de force. Pour le mouvement et la quantification de force musculaire, c'est un peu compliqué. Et eux, ils sont allés jusqu'à insérer en fait des toutes petites électrodes EMG, donc la taille d'un cheveu, dans, pour l'instant, les plus gros muscles qu'on a sous le pied, c'est-à-dire l'abducteur du 1, le court fléchisseur plantaire et le carré plantaire. Voilà. Ils ont donc étudié ces muscles-là dans le cadre du modèle masse-ressort. Donc, ils ont mis ces fameuses électrodes, ils ont fait courir les gens en chaussures sur un tapis instrumenté, pris leurs mesures et ensuite, ils ont demandé à ces personnes de courir pieds nus. Et ce qui est rigolo, c'est que les résultats sont complètement contre-intuitifs. On a l'habitude d'entendre que quand on court en chaussures, les muscles sont un peu flemmards. Il se trouve que c'est complètement le contraire qu'il a observé, c'est-à-dire que l'activation musculaire a augmenté en conditions chaussées. Donc c'était des chaussures, c'était des ASICS GT 2000 pour les curieux. Stack 3 cm, drop 10 de mémoire. Et quand ils sont passés pieds nus, il y a eu moins d'activation musculaire. Voilà. Donc les muscles du pied bossent plus en chaussures. Je coupe la parole. Franck Jourdan, FJ, tu parles de quelle étude entre les sujets dans l'étude et les adultes ou enfants? Voilà, c'est tout. Il va répondre et puis comme ça, je vous laisse continuer. L'âge moyen, je ne sais plus, mais c'était des adultes. Ouais. Voilà. T'as ta réponse. Tu fais avec ça. De toute façon, tous les détails sont sur l'article que Fabienne avait vulgarisé et dans la publi originale aussi, mais c'est sûr que c'était des adultes. Il n'a pas bossé sur les enfants. C'est ça. Oui.
Et quand Fabienne disait tout à l'heure qu'ils étudient soit à l'échographie ou au test de force quand c'est de la statique, les intrinsèques, et quand ils veulent étudier le mouvement, sinon c'est qu'ils étudient soit des cadavres, soit on étudie les gros muscles de la jambe parce que c'est plus facile, on peut mettre des électrodes en surface à coller, ce qui est quand même beaucoup plus facile que ce qu'a fait Kelly d'aller insérer ça à l'intérieur du pied. Ce que je vous le point sur lequel aussi je voulais revenir, qui n'est pas des moindres, c'est que ce qu'il a observé pendant cette étude, c'est les phénomènes de transition en fait d'un terrain à l'autre, c'est-à-dire terrain chaussé via terrain VS terrain pieds nus. Donc en fait, ce qu'il observe, c'est, on peut appeler ça une adaptation en fait musculaire. Pour l'instant, on ne sait pas si ces phénomènes, donc je répète, d'augmentation de l'activation musculaire à la course vs diminution de l'activation des muscles du pied et pieds nus persiste dans le temps. Et c'est assez raisonnable d'émettre l'hypothèse qu'en fait, au bout d'un moment, les coureurs ils vont revenir à leur pattern moteur habituel. Et je pense que j'aimerais bien parier et attendre le jour où on nous sortira des données qui feront ce type de comparaison, mais de manière longitudinale, c'est-à-dire en continuer à vérifier ce qui se passe sous les pieds des patients, des coureurs, hein, c'était des coureurs récréatifs, lorsqu'ils courent pieds nus, en les comparant à ceux qui courent chaussés. Voilà. Ouais, d'ailleurs, sur le minimalisme, c'était ça. Il y a pas eu beaucoup d'études qui se sont intéressées au suivi dans le temps. Et c'est vrai que autant ça induit un changement de pattern sur le moment. Et quand on les suit dans le temps, au bout d'un moment, il y a une majeure partie qui a tendance à reprendre un petit peu son schéma. Et puis l'autre peut-être chose aussi, c'est que le fait que ces muscles travaillent plus, on n'a aucune idée de si c'est quelque chose de positif ou négatif. On peut dire, s'ils travaillent plus, peut-être qu'ils risquent de travailler trop et donc de se blesser. Après, s'ils travaillent moins, on peut dire, ah, mais peut-être qu'ils sont feignants et que du coup, on va se blesser parce qu'ils font pas leur travail. Donc, en fait, on n'a pas trop d'idée de l'impact que ça a en termes de pathos. Et aussi, je vais rebondir, en fait, dans la chaussure, Kelly a observé que l'arche, elle bougeait moins, que pieds nus, l'arche bougeait plus, et idem. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des personnes que ça arrangerait, en fait, que leur arche bouge moins, peut-être que ça améliorerait leur douleur, et peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles le fait que l'arche bouge plus, pour eux, ça serait mieux. Voilà. Pour, juste parenthèse, Gauthier, si tu pouvais arrêter d'embêter les kinés, ça c'est sympa. C'est ton copain, c'est ton pote. Et puis ensuite, j'ai vu quelqu'un qui parlait d'hypersensibilité centrale. Donc pour ceux qui débutent en neurophysio de la douleur, ça c'est un phénomène qui est systématiquement associé au déclenchement de la douleur. C'est passionnant et je vous invite tous à vous renseigner sur le sujet et on va vous aider à vous renseigner sur le sujet avec Alexandre Wickham, donc qui est le collègue qui s'appelle Wickham Alessandres sur Facebook, qui cache son nom. Voilà. Ça viendra prochainement. On essaiera de faire quelque chose là-dessus. Donc deuxième chose, les chaussures et les semelles, on peut pas dire que ça affaiblit le pied, voire peut-être même, on ne sait pas. Est-ce que maintenant un pied qui est en pronation, c'est forcément un pied qui a des muscles faibles? Ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Donc là, on avait Zhang qui a fait sa thèse en fait sur le sujet à l'université KU Leuven. Et donc, ce qu'elle a vu, alors c'est en 2 études séparées, c'est dans la première, les pronateurs asymptomatiques, donc ils avaient une pronation au foot posture index. On a vu qu'ils avaient également une pronation de l'arrière-pied en dynamique qui était mesurée selon les standards de recherche. Et donc, ils avaient plus de volume musculaire au niveau des intrinsèques que les sujets qui n'étaient pas pronateurs. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais des sujets pronateurs peuvent avoir des muscles plus développés que des non-pronateurs. Dans la deuxième étude, elle a comparé ces mêmes pronateurs asymptomatiques à des sujets qui étaient pronateurs, mais cette fois-ci symptomatiques. Donc, c'était pas forcément très précis en termes de patho. Il pouvait y avoir de la tendinopathie d'Achille, de la périostite, de la ponévropathie, le genre de pathologie musculo-squelettique du membre inférieur qu'on peut rencontrer en cabinet. Et ces pronateurs asymptomatiques, là encore, ils avaient un volume musculaire des intrinsèques qui était supérieur aux symptomatiques.
Ce qui veut dire que c'est peut-être pas un enjeu pour tout le monde, ce volume musculaire, mais si on a des sujets pronateurs qui en plus ont une pathologie, ça vaut peut-être quand même le coup de s'y intéresser. Et Mm. donc peut-être comment on peut expliquer ça? Et ben là, je reprends encore une slide de Kevin Kirby avec, donc c'est pareil, il avait fait des publications là-dessus, l'orientation articulaire de l'axe subtalaire. Et ben, quand on a un sujet neutre, on va dire au milieu, il a cet axe plus ou moins standard. Et on voit que tout ce qui est à l'intérieur de cet axe va favoriser l'inversion du pied, donc lutter contre la pronation. Et on voit que là, l'abducteur du 1, par exemple, il se trouve intégralement du bon côté pour lutter contre la pronation. Si on prend maintenant des sujets typiques pied plat valgus, ils vont être dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, bah, on voit que tout ce qui est devant ici, c'est plus efficace déjà pour lutter contre la pronation. Donc, il n'y a que cette petite partie, que les muscles qui agissent dans cette partie-là qui peuvent lutter contre la pronation. Alors, je schématise un peu parce que là, c'est sur l'axe subtalaire. Évidemment, toutes les autres petites articulations jouent aussi, mais c'est quand même la plus grosse articulation. Et donc, c'est pas étonnant que ces muscles-là, comme ils ont un bras de levier, comme ils ont un bras de levier un peu pourri quand ils sont dans le premier cas, parce que ils sont faits comme ça, c'est tout, c'est l'anatomie. Et ben, ils vont devoir travailler plus s'ils veulent faire le même travail. Donc, ils ont clairement un désavantage mécanique. Donc, parfois, le renforcement, c'est bien, mais c'est aussi là que les semelles peuvent trouver leur intérêt, parce que si ça suffit pas, en fait, ce volume musculaire, si les muscles n'ont pas la capacité de faire leur boulot, ben, des fois, il faut donner le coup de pouce. Et l'autre chose, alors là, ça se voit pas sur ces slides parce que c'est vu de dessus, mais si on est dans le cadre d'un pied plat, on va avoir une arche donc, qui est plus basse. Et ce dont on parlait au début avec le modèle masse-ressort, à savoir cette arche qui va se comprimer pour emmagasiner de l'énergie, puis la restituer, de façon à pouvoir marcher ou courir de façon plus économique, et ben, on va beaucoup moins en bénéficier puisqu'on ne peut pas stocker d'énergie. Donc là, il y a clairement des avantages mécaniques pour certaines morphologies. C'est sur ce système de pied-là, donc pronateur, et pied complètement à gauche, où il faut faire gaffe justement au phénomène. Je rebondis encore sur mes compressions, ce phénomène de compression sur des pieds qui ont un volume musculaire très, très important pour lutter contre la pronation. Et si en plus de ça, on veut faire trop fort, trop gros, trop haut, eh ben, Ouais, on peut peut-être. et des fois, on peut même avoir des volumes musculaires dessous qui ressortent à tel point que ça peut être nécessaire d'évider parce que des fois, c'est juste la compression par le dessous sur ces galbes musculotendineux qui peut causer le problème. Ouais. Complètement. Je vais répondre à Gauthier qui visiblement ne lit pas les articles qu'on poste sur Podox. L'étude, elle s'appelle très exactement Shoes alter the spring-like function of the human foot during running. Voilà, tu l'as retrouvé. Dis-moi. Et ensuite, pour revenir à ces galmes musculaires, on peut aussi se gratter la tête et réfléchir un petit peu à l'injonction qu'on peut retrouver un petit peu dans le mouvement minimalisme et le footcore à systématiquement renforcer les intrinsèques. De un, parce que quand le patient il a déjà de la bonne viande là, dans l'arche, donc il présente clairement une hypertrophie musculaire, est-ce que c'est une bonne idée de faire du renfort? Voilà, question. Et deux, je t'ai bien rattrapé. Et du coup, je sais plus où est-ce que je veux en venir. Ah oui, deux, ce que je voulais aussi mettre en lumière là ce soir avec vous, c'est que donc on sait que c'est intéressant, hein, je dis pas que c'est pas intéressant, ou bien au contraire, d'aller renforcer des intrinsèques, parce que de toute façon, quand un patient a mal, ça peut lui faire que du bien. Après, il faut arriver encore une fois à classer un petit peu les différents types de patients, leurs envies, et puis mécaniquement faire gaffe à leur morphologie de pied. Il se trouve qu'il y a des patients qui présentent des pieds plats, qui ont un axe subtalaire dévié, comme le disait Clément, et qui risquent de garder cet axe subtalaire dévié. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'énerver à faire que des exercices avec Voilà, question. Et deuxième chose, c'est ce renforcement-là, en fait, il y a des études qui ont montré que on jouait en fait sur la posture du pied. Donc, pour les pieds plus flexibles, c'est vrai, on peut avoir une augmentation de la hauteur du naviculaire. Seulement, en fait, ces tests, ils sont faits en bipodal, donc les deux pieds au sol, et il se trouve que quand on a les deux pieds au sol, en fait, les gros intrinsèques qu'a étudié Kelly, donc l'abducteur du 1, le court fléchisseur des orteils et le carré plantaire, s'activent pas. Donc lui, il pense que ce qu'on observe, donc la modification en fait de posture du pied grâce au renfort des intrinsèques, est pas forcément due
à une modification de la configuration, mettons, de ces muscles-là. Et autre chose, on ne sait pas encore à l'heure actuelle si le fait de renforcer ces muscles-là agit sur la façon dont ils vont se comporter à la marche ou à la course. Donc c'est vrai que c'est sympa de faire bouger la posture du pied. Ça peut être très gratifiant pour le patient, surtout quand ils viennent, par exemple, voilà, l'esthétique de leur pied les gêne, par exemple. Mais après, est-ce que c'est suffisant à faire en sorte que la douleur disparaisse pendant le mouvement? Là, encore une fois, la question est posée et pour essayer de répondre, on peut s'appuyer sur des théories style le management du stress ou des choses comme ça. Et après, je crois que j'avais vu aussi un confrère parler de différents types de chaussures en ville. Je pense que comment ça s'appelle, celles qui font plus des pieds là, les Ben Simon. Je crois que ça doit passer en minimaliste. C'est vrai que les Vans, c'est peut-être un peu épais. Les Ben Simon, je pense que ça passe. Voilà. Ok. Et mais du coup, pour finir, alors celle-ci, c'est une étude qui est sortie là, fin février 2020. Ah, on n'était pas encore confiné, je pense. Ah, t'es à la pointe de l'actualité, mon Clément. Au top, top. Et en plus, c'est sorti dans Nature, donc c'est un peu la classe. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que nous, on s'est intéressé beaucoup à cette arche longitudinale, donc celle-ci. Bon, c'est normal, c'est celle qu'on voit le plus. Et donc, du coup, tout ce qui est renforcement, etc., ou même au niveau des semelles, c'est souvent le truc qu'on peut regarder le plus d'un point de vue mécanique. Et eux, ils ont pris l'analogie d'une feuille de papier. Donc, qu'est-ce qui permet à cette arche de se maintenir et voilà, de rester solide? Là, si on essaye de bouger une feuille de papier comme ça, c'est pas très dur de la plier en deux. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Maintenant, si on a en plus une courbe comme ça, donc moi je sais pas, ils auraient dû le faire dans l'autre sens, mais bon, parce que le pied c'est dans l'autre sens, et ben là ça devient vachement plus dur de plier dans le sens longitudinal cette feuille, rien que parce qu'il y a une courbe, mécaniquement ça procure un gros avantage. Et donc en fait cette arche transversale ici, au niveau du tarse, ils ont, pour eux en tout cas, elle serait au moins aussi importante que l'arche longitudinale, si c'est pas plus. Pour les données chiffrées, on avait montré, alors c'était il y a longtemps, c'était en 87, qu'en sectionnant l'aponévrose plantaire, ça diminuait la rigidité du pied en flexion, comme ça, de 23%. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sectionné tout ce qui était ligament transverse au niveau des métas, interosseux, etc., la peau, les fascias entre les métatarsiens. Et en sectionnant tout ça, la rigidité du pied diminue de 40%. Mais je sais plus ce qu'il disait que de toute façon, pour revenir à pas un ligament, mais un muscle, mais tous les muscles transverses, donc l'adducteur du 1, tout ce qui est poplité, piriforme, etc., c'est les muscles qui foutent le plus la merde. Ouais. Clairement. Et, Qui vont prendre plus de contraintes, de pathologies. Je vais répondre avant qu'on change de sujet à Andrea. On est d'accord que les muscles dont on a parlé, c'est les gros intrinsèques plantaires. Donc, courbe fléchisseur du 1, carré plantaire et, aidez-moi, abducteur de l'hallux. Après, il y en a une vingtaine, donc il y en a tout un paquet de petits autres que pour l'instant on n'a pas étudiés, tout simplement parce que mettre des électrodes dedans, c'est sport, donc les études in vivo, compliquées. Mais ça viendra. Kelly, en fait, là, il supervise avec d'autres chercheurs un pool de une petite dizaine de chercheurs qui sont en thèse actuellement et qui visent, dont le travail vise à comprendre mieux en fait le fonctionnement in vivo des intrinsèques et par la suite leur but c'est d'essayer de maintenant le jour où ils auront bien compris comment tout le monde fonctionne sous le pied, essayer de voir si on peut pas faire des liens entre l'apparition de pathologies par exemple ou des neuropathies, des choses comme ça. il y a un petit message d'annonce. En tout cas, c'est vrai que quand on réfléchit à ça, on peut se dire que ça a été vachement focalisé sur l'axe longitudinal, mais que ce dont parlait Olive tout à l'heure avec les interosseux, le Morton, etc., là, on y repense en fait, même un long fibulaire, si on regarde, qui a tout son trajet, qui va venir cravater le dessous du pied comme ça dans le sens transversal, ça doit être au moins aussi important que les autres dans le maintien de la rigidité de la voûte plantaire.
Il se lâche là, ça y est. Mais oui, tout à fait, c'est extrêmement important. Et comme je te disais tout à l'heure en off, le travail en MTP, en massage transverse profond des interosseux, qui est tout à fait du ressort aussi, donc des kinés et des podologues aussi. Quand le patient se lève, alors c'est du clinique, c'est pas du tout du scientifique, mais le patient se lève debout, se met debout et sent tout de suite son pied beaucoup plus stable et beaucoup mieux. Donc je pense on a pas mal de choses à découvrir à ce sujet-là. Ok, bon, en tout cas, moi j'ai fait le tour pour ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des choses à rajouter. Question, c'est le moment. De toute façon, hein, les deux stars, c'était vous. J'en profite en attendant les questions pour présenter, peut-être teaser le futur. Donc, ce sera pas un apéro conférence, mais un café conférence ce mercredi prochain avec un invité qui n'a rien à voir avec le monde de la médecine. Donc, ça sera assez sympathique de confronter un peu tous les sujets. Ok, ben on a hâte de voir ça. Ouais, ça va être sympa, ouais. Bon, ben sur ce, s'il n'y a pas de questions. Donc, franchement, J'aime le bazar, et puis c'est pour ça qu'on est là. ouais, le bazar, de toute façon, c'est plus je parle avec Clément et Fabienne, plus c'est le bordel dans ma tête. Mais c'est clair que ouais, du coup, la position du cuboïde, forcément, dans le maintien de cette arche transverse, ça devient hyper important. On peut penser aussi aux éléments externes que Jean-Claude Gaillet, pour le coup, nous avait recommandé dans le traitement de pathologies comme l'aponévrosite, parce que lui voyait beaucoup de sportifs. Et ça prend un sens logique, parce qu'on se dit que si cette arche-là joue dans le maintien de la rigidité globale, et bien le fait de venir mettre ce genre d'éléments, ça facilite le travail du long fibulaire. Donc, si on facilite le long fibulaire qui permet de garder la rigidité, forcément, c'est moins de travail pour les autres quand on reprend le modèle de Kirby du système de couches qui se supplée et qui se complète. Donc, ouais, ça fait des bonnes pistes de réflexion. Ah, bah, en fait, c'est tout neuf encore tout ça. Mais c'est la... Personne travaille c'est- ça. Hein. Kelly, la dernière publi, c'est 2019. Donc, on n'est pas à la ramasse, les gars. Ouais, bon, j'espère que tout le monde a bien apprécié la bière. Ah bah c'est fini. Ouais, pareil. Il était temps que ça se finisse cette conférence. Hein. Allez, bah sur ce, bah merci d'avoir regardé, puis à une prochaine. Allez, ciao! Ciao!